Bonjour. Je suis une mère. Je suis une menteuse. Je suis une fugitive et je suis libre. C'était un extrait du roman Liv Maria de Julia Kerninon. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julia Kerninon qui nous parle de Nantes, de France, écrivain qui a étudié la littérature américaine et qui a écrit jusqu'à date 5 romans, dont le tout dernier est Liv Maria, publié en 2020 chez Annika, Parents éditeurs. Liv Maria, un roman fin d'une belle justesse d'écriture que j'ai eu le plaisir de lire, mesdames et messieurs, une belle écriture d'un auteur déjà primé que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Bonjour à vous, Julia. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation chez Art et Lettres avec ICI Télévision. On va parler de Liv Maria, un roman où vous parlez admirablement justement de l'amour ou plutôt des amours qui se bousculent dans la tête d'une femme, d'une amante, d'une jeune fille, d'une mère. Mais avant cela, on va prendre le temps, quelques minutes, de parler de vos précédents romans, juste pour rapprocher aussi nos téléspectatrices et téléspectateurs du Québec de votre écriture, de vos romans précédents. Alors le premier, Le Buvard, c'était votre premier roman, prix François Sagan et prix Vaughan, l'histoire d'un jeune homme qui s'installe chez une dame, une célèbre romancière, et puis qui recueille le récit de sa vie. Oui, c'est ça. C'est un livre qui parle de la vie d'écrivain, qui parle d'une amitié aussi, qui décrit une relation qui est une relation d'amour peut-être platonique. Et puis c'est un livre qui est fondé sur la structure de l'interview. C'est un livre que j'ai écrit pendant que je faisais mon doctorat, qui est un doctorat consacré aux interviews d'écrivains américains. Donc je pense que ça a influencé l'écriture de ce roman. Excellent. Et puis, vous avez enchaîné avec un deuxième roman en 2016, le prix de la causerie des Lilas, Le Dernier Amour d'Attila Kiss, un roman où l'amour passe pour un art de la guerre. On sent des affrontements. Est-ce que c'est bien ça? Oui, en fait, ça c'est un livre qui est né du fait que j'ai habité pendant assez longtemps en Hongrie. Et quand j'habitais en Hongrie, je me suis intéressée à l'histoire de l'Empire austro-hongrois. Donc Le Dernier Amour d'Attila Kiss, ça raconte l'histoire d'amour entre un Hongrois pauvre et démuni, et une Hongroise beaucoup plus jeune que lui, qui vient d'un milieu beaucoup plus cultivé. Et dans le début de leur histoire d'amour, ils rejouent le conflit austro-hongrois d'un pays favorisé par rapport à un pays démuni. Parfait. Puis, il y a eu un troisième roman, Une activité respectable. On dirait un hommage que vous rendez justement à la littérature comme activité respectable à travers des livres à dévorer. Celui-là est beaucoup moins un roman qu'un récit autobiographique en réalité. C'est un tout petit texte qui fait une 60aine de pages, qui est écrit dans une langue romanesque, mais dans lequel tout est absolument vrai, et qui décrit ma vie de 0 à 30 ans, mais uniquement au plan des livres. Je raconte uniquement la place que les livres ont eu dans ma vie, comment les livres sont arrivés dans ma vie, et comment, à ma grande surprise, les choix étranges que j'ai faits ont réussi à faire de moi un écrivain aujourd'hui. Excellent. Ma dévotion, là c'est une rencontre dans ce roman, c'est une rencontre entre deux personnes, Hélène et Franck, qui s'étaient rencontrés avant mais qui se sont rencontrés un peu plus tard. Oui, Ma dévotion, c'est l'histoire d'une amitié ou d'une relation plutôt entre Hélène et Franck de leurs 12 ans à leur mort quasiment. Et c'est une histoire qui est faite d'amour, d'amitié, de secrets, de non-dits. Franck devient un très grand peintre. Hélène sera toujours la femme de l'ombre. Ça parle de ce qu'on donne sans savoir qu'on le donne et de ce qu'on veut ensuite faire payer aux gens. Comment est-ce qu'on présente la facture parfois à la fin. Parfois, parfait. Là, je vois que l'amour est au centre de votre écriture, de vos romans. Il est un vecteur essentiel. Puis là, votre cinquième, c'est Liv Maria, que voici, mesdames et messieurs, de Julia Kerninon. On va dire dans un premier temps que ça, c'est une édition québécoise. Vous avez avec vous, Julia, l'édition française, la parution française que voici. Merci. Alors, Liv Maria, on va dire que Liv, d'abord en norvégien, c'est bien vie, hein? C'est bien, oui. Le sens, c'est la vie. Mais là, ça raconte l'histoire d'une personne qui parfois
paraît mystérieuse parfois, hein, comme si elle est bloquée par quelque chose au courant de sa vie. Elle va aimer son prof, puis après elle va aimer une autre personne, elle va avoir beaucoup de rencontres, mais on dirait que quelque chose l'empêche de continuer, elle enjambe, ça perturbe un peu son cheminement. D'abord, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce roman? Comment est venue la naissance justement de ce roman? Moi, je mets très très longtemps à écrire mes livres, donc retrouver exactement le point de départ, c'est compliqué. Je pense que j'ai commencé avec un embryon de ce livre-là quand j'avais 18 ans, quand j'ai connu des voisins dans un appartement à Berlin, dont je savais qu'elle avait été son élève à lui. Ça m'avait beaucoup marqué. Ensuite, j'ai commencé à écrire ce texte-là il y a presque 10 ans, mais c'était une autre version. Je pense que dans sa version actuelle, il est le fruit de ma propre stupéfaction quand je suis devenue mère, de découvrir que je n'allais pas être totalement effacée et réinventée, que la moi qui était la mère de mes enfants, c'était la même moi qui avait fait toutes sortes d'autres choses avant, de pas du tout maternelle. Et ça parle de ça, le mariage aussi. Donc on peut dire que c'est un récit autobiographique, une tranche de vie qui vous reflète. Non. Non. Quand je fais un livre autobiographique, c'est clairement autobiographique. Mes romans ne le sont pas du tout. Mais mes romans, forcément, naissent d'émotions qui m'ont traversée. Donc, moi, je suis pas du tout la vie de mariage. J'ai une vie beaucoup plus rangée des voitures que ça. C'est beaucoup plus facile, ma vie. Mais ce livre-là est l'épanouissement romanesque d'émotions beaucoup plus simples que j'ai eues dans ma vie privée. Oui. Excellent. Alors, Julia, quand je dis un récit autobiographique, bien sûr, il y a toujours une tranche de vie, une partie de nous quand on écrit qui est là. Mais là, vous confirmez que peut-être c'est une projection dans la fiction. Mais je dois dire aussi que le début est très fascinant. Il y a un magnifique exercice de fiction. Ici, lorsque je lis au tout début, mes parents font l'amour et je ne suis pas encore là, quand ils escaladent l'escalier de leur chambre, juste après le déjeuner. Puis vous continuez dans ce magnifique exercice de fiction. Qu'est-ce que vous avez voulu projeter justement à travers une telle introduction? Mes livres racontent presque toujours la vie de mes personnages du début à la fin. Et je pensais en faisant ça, en décrivant Liv Maria dès sa conception, déjà je voulais rappeler à quel point notre vie, elle commence sans doute avant même qu'on soit né. Notre vie, elle commence dans les projections de nos parents. Et puis, je pensais à ce roman bien connu de Tristram Shandy, de Laurence Sterne, où Tristram Shandy aussi, on le voit pendant qu'il est conçu. Donc, c'était ce livre, Liv Maria, c'est un livre qui parle de beaucoup de choses, mais c'est notamment un livre qui parle de livres. C'est un livre qui est très littéraire, ce qui parle d'autres livres que j'ai lus. Donc et de Faulkner et de littérature américaine aussi. Oui, c'était très important pour moi d'en faire un vrai livre de lectrice, même si ce n'est pas le sujet principal de prime abord. Et donc de commencer comme ça, avec la conception de Liv Maria, c'était un clin d'œil à Tristram Shandy. Oui. Excellent. Alors on va faire une pause et on vous revient dans quelques minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres, avec notre invitée d'aujourd'hui qui nous parle de France, de Nantes, Julia Kierninon, son livre « Liv Maria qu'il faut lire », mesdames et messieurs, édité chez Annika Parence. Je me répète peut-être, mais j'ai eu du plaisir à le lire. Vous savez, il y a une touche philosophique à chaque fois. Là, je vais aller à la page 52. Il y a une partie fascinante ici. Lorsque Liv Maria quitte le cocon familial, elle vit une histoire d'amour fort avec un enseignant, son enseignant plus âgé qu'elle. Elle dit à la page 52, elle n'avait jamais deviné, jamais soupçonné la transformation qui s'opérait lorsque deux corps se touchaient comme les peaux cessaient d'être peaux. Les muscles d'être muscles, comme tout cela, semblaient se redresser, se mettre à chanter. C'était l'odeur de la pluie sur la route, sur la terre, dans les herbes. Est-ce que c'était une libération pour elle que ce premier contact, que cette première projection vers la vie, justement? Excusez-moi, j'ai arrêté de vous capter à un moment. Pouvez-vous répéter le début de la question? Je disais par rapport à cette partie que je viens de lire, on dirait que l'amour l'a révélée à elle-même. Est-ce que cette révélation de l'amour pour elle, elle était venue juste comme ça ou bien c'était juste la force de l'amour, ce premier contact qui l'a projeté ailleurs à avoir ses sentiments? Liv Maria, elle a cette histoire d'amour avec son professeur quand elle quitte l'île sur laquelle elle est née, sur laquelle elle a vécu comme dans un œuf jusqu'à ce qu'elle ait 17 ans.
Donc pour moi, le moment où elle quitte l'île, c'est le moment où elle va découvrir l'amour physique, ce qui sont des choses de grandes personnes. C'est la vie Bien sûr. d'adulte, ces choses-là. Hein. Mhm. Puis c'est aussi son professeur de langue. Donc c'est aussi le moment où elle va apprendre à parler. Et peut-être que oui, sans m'en rendre compte, ce que je dis à cet endroit-là du livre, c'est que pour moi, certains des attributs les plus obvious de l'âge adulte, c'est la parole et l'amour physique. C'est de rentrer dans ce territoire où les mots ont du sens et où on utilise son corps pour communiquer avec les autres gens. Très bien. Et puis, bon, elle va perdre ses parents. Et puis, à ce moment-là, c'est comme un déclenchement chez elle, une résilience qui, parfois, on a l'impression que c'est une résilience, ça ne se passe pas bien chez elle. Est-ce que c'est le cas, justement? Est-ce qu'elle a pu, justement, dépasser cette mort et se projeter dans la vie qu'elle voulait? La mort des parents aussi, c'est la fin de l'enfance. Et dans le livre, c'est particulièrement violent pour Liv Maria, le passage à l'âge adulte. Mais pour nous tous, je crois que ça l'est. C'est-à-dire quitter le monde de l'enfance où on est responsable de rien aussi, pour tout d'un coup rentrer dans l'âge adulte où on doit faire nos propres choix et se débrouiller tout seul et devenir Mhm. nous-mêmes des adultes. Et elle s'en sort pas si mal, mais elle s'en sort pas sans heurts parce que ça n'est pas Oui. facile. C'est pas facile, justement. Il y a une citation, une phrase très fascinante, pas 71 langues, Olwen, qui lui dit: le contraire d'oublier, c'est de ne pas se C'est pas souvenir, se souvenir, c'est mais apprendre. d'apprendre. Profondément philosophique, alors que dans le fond, c'est tout de même se souvenir pour mieux oublier dans le fond. Est-ce que vous le concevez comme ça? Vous le lisez comme ça aussi? Oui, ça fait sens ce que vous dites. Là, je pense que les mantras qu'on se donne, ils n'ont Mhm, pas vocation à être justes, ils ont vocation à nous aider au moment où on en a besoin. Donc mhm. évidemment que le vrai contraire d'oublier, c'est se souvenir. Mais se souvenir, ça voudrait dire pour elle qu'elle resterait là à honorer la mémoire de tout ce qu'elle a perdu. Et l'oncle Olwen, en lui disant qu'il s'agit d'apprendre, alors il la remet dans quelque chose d'actif. Et c'est ça qui Oui. va être... Liv Maria, elle est la vie et elle est Mhm. l'activité. C'est ça qui la définit. Elle est toujours en mouvement. Elle est toujours en mouvement, justement. Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, Julia, à nous faire part peut-être d'un extrait de votre choix, de Liv Maria. Mesdames et messieurs, un Ouais. extrait de votre choix de Faut ce que je livre trouve. inspirant, c'est à vous. Je vais vous lire celui-ci. Mhm. Le professeur n'était pas anglais, il était irlandais. Ce fut presque la première chose qu'il annonça en entrant dans la petite salle qui leur avait été attribuée à la Freie Universität. Après quoi il dit beaucoup, beaucoup d'autres choses, comme un torrent de mots sous lesquels il les noyait, décrivant son voyage depuis Cork, exprimant l'effet terrible de la chaleur continentale sur sa peau fragile, tirant sur sa chemise pour leur montrer les auréoles de sueur qui étaient apparues simplement en quelques mètres de marche à l'air libre, décrivant sa surprise en découvrant la ville, la largeur des rues, la hauteur des immeubles, des arbres, les imprévus qu'il avait retenus avant son départ, ses ambitions éducatives pour l'été, son curriculum vitae, et tandis qu'il parlait, Liv Maria le regardait sans savoir quoi penser de cet homme petit, musclé, au visage mobile, vêtu comme il était ce jour-là d'une chemise de coton pâle remontée sur ses avant-bras aux poils dorés et d'un pantalon de rayonne, ses cheveux noirs et sa voix caracolante suivant les mots qu'il traçait à la craie sur le tableau noir. Magnifique. Je reviens avec vous dans un... il y a un passage au début. Bon, elle est agressée par un homme, hein, n'est-ce pas, dans la voiture. Et puis, ce passage émouvant où son père se met à pleurer, sa mère. C'est-à-dire, il n'aggrave pas vraiment les choses. Mais est-ce que vous pensez que cette période, vous en tant qu'écrivain, ce que vous avez voulu projeter, cette période, est-ce qu'elle l'avait complètement marqué pour peut-être voir l'amour autrement? C'est pas tellement comme ça que j'y ai pensé, c'est plus que j'ai pensé que dans la mesure où je prétendais raconter la vie d'une femme en entier, il me paraissait absolument impossible de décrire une vie de femme sans décrire aussi une agression qui s'y trouvait forcément. Mon Mhm. expérience, c'est qu'aucune femme n'arrive à l'âge adulte sans avoir été agressée au moins une fois, aucune femme ne vit une vie de femme sans avoir été agressée au moins une fois, quand bien même l'agression ne va pas jusqu'au bout, comme c'est le cas pour Liv Maria. Et donc, cette agression, elle marque à la fois sa découverte du danger, sa découverte du monde des adultes. Il y a un avant et un après avec cette chose-là, même si ça n'a pas été si grave en apparence. Désormais, elle sait qu'elle est potentiellement en danger. Elle sait qu'elle est souvent en danger, ça on le sent justement dans le roman. Le danger est présent, n'est-ce pas? Le danger est partout, non?
Oui, c'est un risque à prendre continuellement. Alors, excellent. On va faire encore une pause, mesdames et messieurs. On vous revient toujours avec notre invitée Julia Kernino qui nous parle de France. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres, on est en train de parler de ce magnifique roman. La presse en a parlé. Je vais vous lire quelques passages. Le devoir, sublime. La presse, force l'admiration. L'émission, plus on est fou, plus on lit, un grand roman. Salut, bonjour, week-end, prodigieux. Les libraires, une écriture d'une beauté limpide. Tout à votre honneur, Julia, que ces impressions. On va continuer, on va aller à cette citation aussi. Je suis une mère par laquelle j'ai commencé au début. Je suis une mère, je suis menteuse, je suis fugitive et je suis libre. Alors, est-ce que justement la liberté dans sa posture n'a pas de limite justement? Est-ce que la liberté peut avoir des limites? Ce serait toute la question. Avec ce livre-là, il y avait vraiment cette idée d'essayer de faire un livre sur le tabou de la maternité, c'est-à-dire une mère qui dépasserait ce tabou. Et donc, dans l'absolu, être une fugitive, ça n'est pas quelque chose de maternel. Être libre, ça n'est certainement pas quelque chose de maternel. Et pourtant, toutes les mères ont été avant des femmes libres qui n'étaient pas des mères. Et donc, elles portent tout en elles ce souvenir de ce que c'était de faire absolument ce qu'elles voulaient et de ne pas être vues sous ce masque de la mère. Et c'est ça que ça raconte aussi. Moi, je suis très volontiers une mère, mais des fois, j'ai des sursauts de sauvagerie à l'idée de ce que j'ai laissé derrière moi. Qu'est-ce qu'il faut justement qu'on apprenne par ce tabou de la maternité? Qu'est-ce qu'il faut saisir? Mon livre est certainement pas un livre qui donne des leçons, mais c'est juste ce frisson de penser que toutes ces femmes qu'on voit seulement comme des femmes, ou seulement comme des épouses, ou seulement comme des mères, elles ont une vie avant. Et c'est difficile de penser ça de notre propre mère, par exemple. Moi, quand j'ai eu mes enfants et que je me suis dit, passé, oui. Mais ça veut dire... Mais oui, c'est très compliqué d'imaginer que les mères ont été autre chose parce que c'est tellement statutaire, la maternité. La maternité, on met derrière l'impeccabilité et l'irréprochabilité et la fiabilité. Mais les mères, elles ne sont pas toutes comme ça. Et quand bien même elles le seraient pour leurs enfants, elles sont aussi complètement autre chose quand elles sont seules. Et il y a un dévouement, hein, justement, dans la maternité qui est là. À la fin, elle s'en va, elle part. On ne sait pas où elle part. Elle est partie ailleurs, vers une destination, n'est-ce pas, inconnue. Et puis, on a l'impression que ce départ, c'est comme une mort programmée. Ah oui. Est-ce que vous le lisez comme ça? Dans les toutes premières versions du livre, effectivement, à la fin, elle partait pour se tuer. Dans cette version-là, pas du tout, mais peut-être que vous avez décelé ça dans mon livre. C'est possible. Pour moi, le livre commence donc à la conception de Liv Maria. Elle s'arrête quand elle a 40 ans. On pourrait appeler ça le milieu de sa vie. Et pour moi, c'était volontaire de laisser cette espèce de silence à la fin du livre. C'est-à-dire, elle part, mais je ne dis pas où elle part. Je ne dis pas exactement pourquoi elle part. Et je laisse comme ces pages blanches à la fin du livre où chaque lecteur peut décider pour lui-même ce qu'il pense qui s'est passé. Et sa réponse, à mon sens, est beaucoup plus parlante que celle que moi, je pourrais faire. Très bien. Et puis, les toutes dernières pages, son mari, il était là, Flynn. Et puis, il rencontre des gens, ils sont en train de parler justement de Liv Maria. Et puis, il leur dit, comme ça, je ne sais pas, est-ce que vous la connaissez? Il finit par, je ne sais pas, s'était-il entendu dire, c'était ma femme. Une femme insaisissable. Toutes les femmes sont insaisissables. Mais je trouve toujours ça très surprenant qu'en français, ce soit comme ça qu'on dise. On dit mon époux, on dit mon mari, mais un homme qui est marié, il dit ma femme, comme s'il possédait à lui seul un spécimen de cette espèce incroyable qu'est la femme. Alors c'est ça la fin de ce livre, ça parle d'autre chose, mais de comment est-ce qu'on peut vivre à côté de quelqu'un pendant des années, admettre qu'on ne le connaît pas forcément tant que ça. Et personne n'est la femme de personne. On ne possède pas les gens à ce point-là, je ne crois pas. Bien sûr, parfait. Maintenant, est-ce qu'on peut dire de votre livre, peut-être j'ai entendu, j'ai discuté avec des gens justement
dans d'autres circonstances de quelques livres, de votre livre aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre féministe? Est-ce que vous le prenez comme ça? Oui, et je trouve ça difficile aujourd'hui d'être une femme et de ne pas être féministe. Ce serait quand même jouer contre son équipe. Oui, mon livre est entre autres féministe. Il est féministe dans la mesure où il est écrit par quelqu'un qui l'est elle-même. Même si je tiens cette position quand même délicate et qui n'est pas la plus publique d'être féministe tout en vivant avec un homme et en ayant des enfants. Les féministes les plus virulentes aujourd'hui ont tendance à refuser de se mettre en ménage et elles ont peut-être raison. Moi, je parle de ce que c'est qu'être féministe dans la cohabitation avec un homme et dans la vie quasiment classique que je mène. Comment est-ce qu'on fait? Exactement, la vie de chaque jour. Julia, vous avez écrit maintenant 5 livres. Donc vous êtes dans la fiction souvent. Qu'est-ce qu'on apprend dans l'exercice de la fiction, de votre point de vue? Des millions de choses, c'est la chose la plus intéressante que je connaisse. Est-ce que c'est toujours proche de la réalité? Est-ce que vous pensez que la fiction peut puiser de la réalité, des faits divers, en restant de la fiction, en restant de l'imaginaire? Ce qui est intéressant avec le roman, c'est que c'est une forme avec laquelle on peut faire absolument tout. Tout peut être un roman. C'est comme un immense paysage et on décide exactement ce qu'on fait dedans. Donc, pour moi, il n'y a pas de frontière entre la fiction et la réalité. En tout cas, enfin, je veux dire, dans la vie de tous les jours, oui, mais pas dans la lecture. Donc, je trouve que la réalité nourrit la fiction et que dans l'autre sens également, la fiction nourrit la réalité, que la réalité est plus riche quand on peut la décrypter au moyen des livres qu'on a lus. Moi, c'est pour ça que je lis de la fiction. Donc, pour moi, c'est complètement poreux entre les deux. Ça permet peut-être bien de rapprocher de la réalité, de créer son monde aussi. Hein. De le rendre plus intéressant. La vie réelle est aussi passionnante qu'elle est parfois terne. Et les romans nous présentent une réalité décryptée, accélérée, enrichie, plus intense. Moi, c'est pour ça que je lis et que j'écris des livres. C'est parce que j'aime la vitesse. Excellent. Livre Mariam, mesdames et messieurs, de Julia Kerninon, disponible au Québec, disponible en France. Est-ce qu'on peut les trouver dans les librairies du Québec? J'espère. Et en France, disponible bien entendu? Oui, très. Donc j'imagine vous êtes en tournée, vous êtes beaucoup interviewé ces derniers temps. On va prendre vos projets d'écriture, projets d'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres livres qui s'en viennent prochainement? Oui, bien sûr, c'est toujours prévu. Moi, je travaille toujours sur plusieurs livres en même temps. Donc en ce moment, sur mon ordinateur, il y a 4 ou 5 chantiers qui tournent. Il y a un roman jeunesse, une épopée en poème, il y a évidemment 1 ou 2 romans en cours de route, il y a un nouveau texte autobiographique. Et je ne sais pas encore ce qui va être fini en premier et ce que je vais vouloir sortir en premier. Cette fois-ci, j'ai décidé de me donner un tout petit peu plus de temps pour faire un autre livre, peut-être 3 ans au lieu de 2. J'ai écrit à un rythme assez effréné ces dernières années et ça me ferait du bien d'avoir un tout petit peu plus de temps pour déployer mon écriture d'une façon que je n'ai pas encore eu les moyens de faire. Très bien. C'est un plaisir de vous avoir parlé, de vous avoir accueilli dans le cadre de Arts et Lettres, ici Télévision, avec vous, mesdames et messieurs. Alors, Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous le jeudi prochain, même date, même heure, à 15h30. Portez-vous bien. À la prochaine.